Coucou Katrina, bonsoir tout le monde. Merci à Élise pour la présentation. Merci à vous de m'avoir invité ce soir. Moi, ce que je propose, c'est que, en fait, on peut garder ça interactif. Donc, si vous avez des questions, des commentaires pendant la présentation, vu qu'on a un petit groupe, j'ai aucun problème à ce que vous interveniez. Je vais juste, comme, si jamais ça déborde, peut-être que j'inviterai à réintervenir à la fin. Pour que qu'on dépasse le temps. Si ça vous va comme ça, mais on peut garder aussi une période à la fin s'il y a des trucs qu'on n'aurait pas abordés pendant la conférence. Puis, c'est ça, mais en fait, Élise m'a demandé de parler des femmes autochtones. Mais par défaut, en fait, je vais beaucoup parler aussi des jeunes femmes autochtones, de la jeunesse autochtone. C'est comme un peu inclus, dans le fond, dans la thématique des femmes autochtones. Je m'intéresse beaucoup à cette question-là parce que, comme Élise le disait, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Femmes autochtones du Québec. Donc, j'ai rencontré beaucoup de femmes autochtones impliquées. J'ai beaucoup appris dans cet organisme-là. Puis aussi, dans le mouvement et dans mon mois, ce qu'on avait remarqué, ça j'en parlais aussi pendant ma présentation, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes autochtones impliquées qui étaient à la tête des branches provinciales du mouvement. Ça a comme remis en quelque sorte le féminisme autochtone de l'avant. Puis là, dernièrement, tout ce qui se passe avec aussi de la question de l'enquête sur les femmes autochtones séparatistes, je vais en parler aussi. On va pouvoir en parler tantôt là, de certains sujets d'actualité qui ont lieu dernièrement puis qui touchent directement ou indirectement les femmes autochtones. Donc, c'est un peu de tout ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Puis aussi, c'est ça, je sais que vous avez eu Mélissa l'année passée. Je ne sais pas si vous l'avez tout écouté, puis j'ai pas eu la chance d'écouter toute sa conférence, mais je fais quand même certains rappels historiques. Donc, désolée à l'avance pour ceux qui sont comme bien calés dans l'histoire des Autochtones. On l'est pas. Parce que des fois, c'est ça, j'entends que les gens sont au calme, ils sont au courant. Mais de toute façon, je pense que c'est toujours un bon rappel. Je pense qu'on ne peut pas parler des questions autochtones sans parler du contexte historique. Vu que malheureusement, c'est pas enseigné dans les livres d'histoire. C'est pas nécessairement comme des sujets que tout le monde soit au courant. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Puis, en fait, Élise, ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'est que je suis aussi cofondatrice de Mikana. C'est une organisation que j'ai cofondée avec une autre femme autochtone. Elle est d'origine inuit. Puis, dans le fond, l'objectif de l'organisme, c'est de sensibiliser différents publics sur les questions autochtones. Puis, en fait, je vais vous en parler brièvement avant de commencer pour que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est un organisme sans but lucratif qu'on a cofondé en 2015. Comme je dis, qui fait de la sensibilisation, d'éducation sur les réalités autochtones au Canada. On avait réalisé qu'il n'y avait pas encore d'organisation au Québec qui avait cette mission exclusive. Comme, par exemple, quand j'étais chez Femmes autochtones du Québec, on recevait beaucoup de demandes pour des formations, des ateliers, mais on n'avait pas nécessairement toujours le temps de les faire parce qu'on était déjà impliqués dans des projets à travailler directement avec les femmes autochtones. Donc, on a pensé que ce serait vraiment pertinent de s'impliquer dans une organisation qui allait se dévouer exclusivement à la sensibilisation. Il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Puis jusqu'à maintenant, en fait, on travaille beaucoup avec le milieu de l'éducation. On a un projet d'écologisation du cégep antique, le cégep du Vieux-Montréal qui aimerait aussi nous approcher. On a animé des ateliers dans plein d'organisations jusqu'à maintenant. On a aussi développé non seulement des ateliers, mais aussi, en fait, on vise à développer des projets, des outils de sensibilisation, donc des initiatives vraiment concrètes. Là, on vient de faire avec Amnesty International, justement, un livret avec 10 préjugés
10 préjugés communs qu'on entend sur les Autochtones, puis dans lesquels on démystifie chacun de ces préjugés-là. Le lancement va être fait jeudi, donc si j'aurais dit ça vous en donner aujourd'hui, mais je n'ai pas encore les copies, mais sinon, sur le site web d'Amnesty, ou suivez aussi sur la page, si vous êtes sur Facebook, la page Facebook de Nucana, si ça vous intéresse, il va y avoir aussi la version PDF disponible en ligne. Et on fait aussi des courts-métrages vidéo. Deux vidéos qu'on a faites avec le Wapikoni Mobile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui. Ouais. Puis, dans une capsule vidéo qui s'appelle Où sont tes plumes? Là, je ne sais pas. On a-tu réglé le problème? Ah, ben non, je n'y ai jamais eu non. de. Hein, il n'y a pas de. J'ai pas vu de technicien venir. Et vous? Non. Non, donc il n'y a pas de son. Pour la fin si jamais. si jamais, bon, que le technicien arrive d'ici la fin de la présentation. Sinon, encore une fois, c'est une vidéo qui est disponible en ligne. Vous tapez Où sont tes plumes, Wapikoni Mobile, Où sont tes plumes, Nucana. Wapikoni Mobile. Ouais. Ah, tu sais pas c'est quoi? Moi, je sais pas c'est quoi. Wapikoni Ah, Mobile. oui? C'est Okay. ça. C'est un. Excusez, je suis un Non, dinosaure. il n'y a aucun problème. Ben quoi? Non, il n'y a aucun problème. Wapikoni Mobile, c'est une organisation qui outille des jeunes autochtones à faire des courts-métrages sur différents sujets. Ça a été cofondé par Manon Barbeau, qui est une cinéaste assez connue dans le milieu du cinéma. Puis La Nation Atikamekw. Puis je pense que là, je ne sais même plus si on rendus à combien de vidéos. Je pense qu'ils sont rendus à 1000 courts-métrages de fait depuis 15 ans. Fait que ça vaut la peine juste d'aller. J'ai le temps que je les connaisse. Oui, c'est ça, mais juste aller sur le site web du Wapikoni, là, c'est vraiment comme super instructif. Tu peux chercher comme des vidéos par nation autochtone, thématique. Génial. Ouais. Fait que, puis nous, Surtout au Québec seulement ou à travers le Canada? Au début, c'était au Québec, puis on finit par en faire au Canada, puis même dans d'autres pays, genre Chili, dans d'autres pays où il y a des Autochtones. Puis c'est ça, nous, on a eu la chance de faire deux vidéos avec eux. Puis bon, la capsule que je vais vous montrer, c'est Où sont tes plumes? C'est deux duos de sœurs, dans le fond, qui partagent les préjugés qu'on entend souvent sur les Autochtones. Puis c'est comme présenté de manière humoristique. Dans la vidéo, justement, il y a Mélissa Molin-Dupuis et sa sœur qui sont dedans. Fait que je vous invite à aller l'écouter si on n'a pas la chance de l'écouter. On avait vu une petite portion à sa présentation, puis je me souviens, elle disait à un moment donné, toi, tu as une carte d'Indien, puis tout ça dans Oui, c'est ça, c'est pas ça que ce soit. Mais même, Sarah s'en est souvenue, de mémoire, moi, ça me revient. Ah, ok, ben ça se peut parce qu'elle est dans la vidéo, fait que ça lui arrive aussi souvent de présenter cette vidéo-là. Elle l'avait montré, mais tout le monde ici n'était pas là, cette conférence. Ok. Mais c'est sur Internet, c'est disponible si jamais vous allez l'écouter. Donc, je voulais juste faire un petit rappel. Bon, j'allais vous poser, savez-vous, il y a combien de nations autochtones au Québec? Là, je suis en train de j'ai comme déjà dévoilé le scoop. Mais, dans le fond, c'est de rappeler qu'il y a 11 nations autochtones au Québec. Ben, souvent, comme pas tout le monde est conscient de la diversité des peuples autochtones au Québec et au Canada. J'entends souvent des gens qui me demandent parti autochtone, mais c'est comme si je demandais à quelqu'un parti européen ou parti africain. Ouais. C'est comme vraiment un terme très général. Puis autochtone, c'est un terme très général, mais juste au Québec, il y a une diversité de peuples autochtones que vous voyez à l'écran. Moi, ma mère est. Bon, ici c'est écrit la nation algonquine, mais c'est comme le nom commun. Mais dans notre langue, on dit Anishinaabe. Donc, ma mère est d'origine Anishinaabe. Mon père est québécois. Donc, moi, j'ai grandi dans les deux cultures. C'est ça, en fait, qui m'a poussé un peu à m'impliquer dans la création de ponts entre autochtones et non autochtones, parce que j'ai justement comme réalisé le fossé qui existait souvent entre les deux peuples. Donc, c'est ça. Fait que les Algonquins sont tous dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue puis en Outaouais. C'est ça. Mais je montre aussi souvent cette carte-là parce que j'invite souvent les gens, dépendamment de quelle région vous venez, de
connaître au moins c'est quoi la nation qui se trouve près de la ville ou de l'université. Les chiffres à côté, ça représente quoi? C'est le nombre de communautés. Le nombre de communautés. Le nombre de communautés. Par exemple, il y a 9 communautés chez les Algonquiens. Donc, c'est juste pour donner une idée de la répartition. Ça n'a pas nécessairement de lien non plus avec la population. Donc, ça, c'est vraiment le nombre de communautés. C'est ça, une invitation à au moins connaître sur quel territoire traditionnel on se trouve. Ouais. Donc, à Montréal, on est sur quel territoire? Oui, communément, on dit qu'on est... il y a comme un consensus pour dire qu'on est en territoire mohawk. Mais il faut que je vous avoue quand même qu'il y a un certain débat, autant milieu autochtone que non-autochtone, historien, par rapport à ça. Mais souvent, qu'est-ce qui va être comme généralement reconnu, parce que là, on ne s'en pas dans les débats entre tout ça, mais souvent, par exemple, quand il y a une reconnaissance officielle du territoire, ce que les gens vont dire, c'est comme Montréal est en territoire traditionnel autochtone, puis la nation haute, c'est la nation mohawk, parce que c'est comme la nation qui est proche de Montréal. D'ailleurs, la Charte des droits et des responsabilités de la Ville de Montréal le traduit en langue mohawk. Ça a été annoncé hier, je pense. Fait que, il y a comme vraiment un travail de... Qu'est-ce qu'elle a traduit? On traduit quoi? La Charte des droits et responsabilités de la Ville de Montréal. Fait qu'ils ont... Depuis qu'on a reconnu l'année dernière, ils ont mis sur le drapeau même. Oui, c'est ça. Fait que ça s'imbrique comme dans tout le processus de réconciliation de la Ville de Montréal avec les peuples autochtones. Puis oui, justement, ils ont aussi sur le drapeau, ils ont mis le pain blanc pour reconnaître la présence autochtone à Montréal. Fait que... Mais quand tu dis qu'il y a débat, oui. Les tenants et d'un côté... il y en a qui disent que c'est pas juste Mohawk, mais il y a aussi, par exemple, historiquement, une présence Anishinaabe à Montréal. Puis, en tout cas, je pense que j'ai entendu même à un certain moment la nation Atikamekw. Fait que comme, ce serait peut-être pas nécessairement exclusivement comme Mohawk. Mais là, comme, moi, j'ai pas nécessairement comme... je suis pas nécessairement experte dans tout ça, là, mais c'est juste comme pour vous faire réaliser qu'il y a quand même certains débats à ce niveau-là, mais que c'est quand même généralement reconnu que c'est en territoire mohawk ou que du moins que la nation haute soit mohawk. Ouais. Je sais pas, j'aurais juste mis mon grain de sel, mais comme il n'y avait pas de possession de terre, je crois, c'est ça, c'est que ils ne possédaient pas les terres, la terre ici n'appartenait pas à une nation, donc c'est difficile de dire, c'est pas comme nous, on est comme, mais ça m'appartient, mais il n'y avait pas ça. Fait, donc, si on le comprend comme ça, on se dit, c'est évident qu'on ne peut pas dire c'était à eux. Ouais. Donc, c'est difficile de reconnaître que c'était à une personne parce que tout ça était fluide, puis il y a eu différents peuples qui ont habité le... J'ai posé la question à l'année sur Gomsawin, puis tout de suite, elle m'a répondu moi. Oui. C'est parce que moi, j'avais lu... Mais elle est Mohawk. Ah non, elle est... en territoire autochtone non cédé, point, puis que Coder, lui, avait dit... fait que là, la ville de Montréal, je pense qu'ils, dans plusieurs milieux, c'est comme... Ils vont dire que c'est en territoire mohawk. Mais tu sais, je voulais juste quand même aviser que si jamais vous entendez quelqu'un qui n'est pas nécessairement d'accord, qu'il existe quand même des gens qui remettent un peu en question ça. Mais la ville de Montréal, plein d'organismes vont dire que c'est en territoire traditionnel mohawk. Je sais qu'avec la ville de Québec aussi, c'est proche de Wendat-Key. On peut m'indiquer ça en territoire ou non Wendat, mais là, les Abénakis ici, ils disent ah, mais c'est ça. Fait que, je suis rendue là. C'est fait que. C'est ça. Je ne vais pas nécessairement m'embarquer là-dedans ce soir, mais c'était plus une invitation à quand même connaître les nations autochtones qui se trouvent dans la région qu'on occupe, la ville qu'on habite. Puis, non seulement par ce principe, mais c'est quand même, je pense, comme pertinent aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur les questions autochtones, le processus de réconciliation, de au moins connaître c'est quoi les nations autochtones qui se trouvent aux alentours.
Ça, c'est un rappel, en fait, un bref portrait démographique là, pour vous rappeler que dans le Canada, on a franchi le 4 millions d'habitants autochtones. Et au Québec, en fait, c'est ça. Okay. C'est ça. Puis au Québec, on est. En fait, je pense que ça a augmenté là, dernièrement, mais en tout cas, ça vous donne quand même une idée de la proportion. Donc, Canada, c'est un peu plus de 4 au Québec, c'est environ 2 Puis dans les faits saillants là, de ce qu'il y a à retenir sur les statistiques démographiques autochtones, c'est qu'on est une population qui augmente très vite, très rapidement. Donc, le taux de natalité est vraiment plus élevé que le reste de la population non autochtone. Donc, on est une population qui est très jeune. Et on a aussi une population, donc on voit ici que l'âge moyen là, des autochtones est vraiment beaucoup plus jeune que la population non autochtone. Et aussi, il y a de plus en plus d'autochtones qui habitent en milieu urbain. Donc, que ce soit des autochtones qui aient migré des communautés vers la ville pour différentes raisons ou carrément des autochtones qui naissent maintenant en ville. Donc, c'est de sortir aussi un peu de cette idée-là qu'un autochtone reste nécessairement dans une communauté autochtone, mais ce n'est plus nécessairement le cas. Oui. Est-ce que c'est, quand ils répondent au recensement, est-ce que c'est les gens qui disent que moi je me considère autochtone? Oui, maintenant c'est ça, c'est par auto-identification. Avant, c'était comme selon le statut autochtone de la loi sur les Indiens, que je vais expliquer rapidement tantôt, mais non, c'est l'auto-identification parce que c'était pas nécessairement représentatif de se baser sur le statut autochtone quand on sait qu'il y a plusieurs femmes autochtones qui l'avaient perdu à cause de discrimination justement de la loi sur les Indiens. Donc voilà, ça c'est Normalement, le son fonctionne. Comment? Normalement, le son fonctionne. Okay. On aurait réglé le son. Voulez-vous qu'on revienne à la vidéo voir? Ou... on peut le garder pour la fin. Ça... OK. Ouais, mais on va juste vérifier que ça fonctionne. OK. Et comme ça, on va libérer. Oui, OK, c'est bon. Je vais vous laisser. C'est ça. Mais... Je vais juste... Merci beaucoup. Merci. Donc, les éléments historiques ont un impact sur la vie des femmes autochtones. On pourrait comme ça, là, je vous jure, je pourrais donner un cours de cégep à l'université, une session complète sur ces sujets-là, mais là, ça va quand même des éléments historiques là, condensés, mais puis dépendamment aussi de ce que vous savez de ces éléments historiques. Mais il y a tout d'abord la loi sur les Indiens, qui est une loi qui a été créée en 1876 dans l'objectif avoué de faire disparaître les peuples autochtones. Puis une manière de les faire disparaître, c'est à travers, en contrôlant leur identité. Si je peux le faire un peu parallèle, c'est comme une espèce de code de citoyenneté créé et imposé par le gouvernement fédéral envers les Autochtones, qui, en fait, contrôle la citoyenneté autochtone basée sur des critères de pureté du sang. C'est vraiment comme un concept raciste, vraiment dès le départ. Donc, comme plus les Autochtones vont se mélanger, plus ils vont comme disparaître. Puis quand en fait, on n'a plus le statut autochtone, on ne peut plus rester dans sa communauté. Donc, un exemple de discrimination une qui a vraiment existé pendant longtemps, c'est celle envers les femmes autochtones jusqu'en 1985. Donc, quand je disais tantôt, les femmes autochtones, par exemple, qui mariaient une personne qui n'était pas autochtone, perdaient leur statut. Oui, ils perdaient leur statut. Elles n'avaient pas le droit de rester dans leur communauté, donc vraiment comme le but de faire disparaître les communautés. À l'inverse, si une femme non autochtone mariait un homme autochtone, elle avait le statut autochtone, même si elle ne s'auto-identifiait pas comme autochtone. Puis les gens me disent,
on essaie de comprendre un peu la logique derrière tout ça. C'est parce que le gouvernement avait, en tout cas les premiers colons, les gouvernements avaient quand même réalisé le rôle important des femmes dans la transmission de la culture, la transmission de la langue. Donc, femmes autochtones, elles chantent ces chansons dans la langue autochtone à leurs bébés, tout ça. Donc c'était vraiment comme une tactique stratégique de viser davantage les femmes autochtones avec la loi sur les Indiens dans le processus, dans l'objectif d'assimilation. Encore aujourd'hui, peut-être vous avez vu dans les nouvelles, il y a encore des femmes autochtones qui sont en terre tantôt, qui se battent encore contre les discriminations de la loi sur les Indiens. Donc oui, il y a eu un amendement en 1985, mais il y en a eu d'autres par la suite, parce que c'est comme si on corrigeait les discriminations au compte-gouttes, les injustices au compte-gouttes. Donc on corrige la situation pour maintenant, mais finalement, l'injustice, elle revient plus tard avec les enfants ou les petits-enfants. Puis ça, c'est par exemple à travers un système de catégorisation de l'identité autochtone. Là, je vous autres, on pourrait donner un cours de droit pendant toute une session sur la loi sur les Indiens, mais si je peux donner par exemple ma situation personnelle comme exemple, ma mère, elle n'avait pas de statut parce que mon père est québécois, mais elle a regagné son statut en 1985. Mais c'est ça, elle était 6.1, parce que c'est deux parents qui sont comme peu aux yeux du gouvernement. Et vu que là, elle a marié mon père, moi je suis 6.2, donc moins peu. Puis là, ben, mon conjoint, il est comme non autochtone. Fait que là, ma fille, en ce moment, ben, en théorie, c'est ça, elle a 6.3, en fait, ça n'existe pas, là, c'est comme jusqu'à 18 ans, puis après. Mais 6 veut dire quoi? Comment? Le 6. Oui, excusez-moi, j'aurais dû expliquer, c'est le numéro des articles dans la loi qui catégorise le statut. Donc, c'est pour ça, excusez-moi, c'est comme le jargon qu'on utilise dans le milieu autochtone. T'es 6.1, mais... ça va jusqu'à combien? Ben là, c'est de 6.1 à 6.3, mais ça, c'est comme... Ça, c'était après 1985, mais là, encore, il y a des femmes autochtones qui ont dit que c'est encore discriminatoire, parce que, mais là, comme moi, je transmets ma culture à ma fille, je transmets ma langue, mais le gouvernement, il ne reconnaît pas qu'elle est autochtone. Fait que, il y a eu des changements, des amendements encore en 2011, si je me souviens bien, puis en 2015. Fait que moi, en théorie, je redeviens 6.1. Fait que là, ma fille, elle a le droit d'être 6.2 à cause des amendements qu'il y a eu en 2011 puis 2015. Mais avant ça, elle n'aurait pas eu le droit. Mais tu sais, tout ça pour dire que le statut autochtone aux yeux du gouvernement, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose au niveau de l'identification, parce que qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie comme autochtone, c'est pas comme une décision du gouvernement, là, c'est vraiment comme comment on sent la culture, la langue, en tout cas, tout ce qui est défini comme l'identité, là, comme qu'est-ce qui fait qu'on se sent québécois, par exemple. Fait que c'est quand même une loi, bon, c'est ça, quand même désuète, controversée, là, que vous allez probablement entendre encore parler dans les nouvelles, parce que les femmes autochtones ils vont encore probablement continuer à lutter contre les discriminations qui existent encore par rapport à cette loi-là. Les pensionnats autochtones, donc c'était dans la même mentalité, donc qui ont été créés dans la même période que la création de la loi sur les Indiens, des institutions éducatives qui ont été créées par l'État et l'Église dans le but, encore une fois, d'assimiler les Autochtones, mais cette fois-là à travers les enfants. Donc, ils se sont dit, ben, si on prend les enfants assez jeunes, ça va être plus facile encore de les assimiler puis de les rendre comme les bons citoyens canadiens. Puis, bon, c'est difficile quand même de rendre compte de toute la profondeur puis la gravité quand même du régime des pensionnats. Mais je peux vous dire, ça a vraiment été une période, je pense, un des éléments historiques qui a le plus marqué les peuples autochtones
aujourd'hui à différents niveaux, que ce soit au niveau de la transmission de la langue, avoir honte de son identité, vivre des traumatismes. Il y a vraiment eu plein d'abus physiques, psychologiques, des abus sexuels. Donc, il y a plein de traumatismes qui ont été vécus par les survivants des pensionnats. Puis là, on ne parle pas de quelque chose qui est comme super loin dans le passé. C'est les derniers pensionnats ont fermé dans les années 80. Puis le tout dernier, est-ce que vous savez en quelle année qu'il a fermé? 96. Fait que souvent, c'est ça, les gens ne réalisent pas. Comment c'est dans le passé? Je suis comme non, mais je peux parler. Le passé, c'est comme ma grand-mère et mon grand-père. C'est pas si loin. Vous parlez de ma grand-mère et mon grand-père, qui était vivant il n'y a pas encore si longtemps. En fait, c'est pas quelque chose qui est comme si lointain. On est comme encore directement affecté par ça. Une génération complète. Oui, c'est ce qu'on appelle, ce que les gens disent, les impacts intergénérationnels. Donc, ça se fait sentir à différents niveaux. C'est pour ça qu'il y a eu la commission de vérité et conciliation à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des chiffres pour dire combien de personnes ont été impliquées avec les pensionnats? Est-ce que ça... Oui, je ne me souviens pas du nombre de survivants par cœur. Mais si vous allez comme Radio-Canada avait fait quand même un bon dossier sur la couverture de la commission de vérité et conciliation. Mais c'est bizarre parce que je me souviens du nombre d'enfants qui sont morts. Ça, c'est 5000. Mais le nombre de survivants, j'ai oublié. Mais tu sais, dites-vous que c'était comme obligatoire pour tous les enfants autochtones à une certaine période, puis qu'il y a même des familles autochtones qui réussissaient comme à cacher leurs enfants ou de trouver des moyens d'éviter d'envoyer leurs enfants. Mais sinon, le gouvernement trouvait quand même différents moyens d'obliger que les enfants autochtones aillent dans les pensionnats. Okay. Puis, pour ce qui est de la rafle des années 60, c'est un peu encore dans la même lignée, de cette fois, de les pensionnats autochtones, mais c'est une période dans les années 60 où est-ce qu'il y a eu un nombre proportionnellement élevé d'enfants autochtones qui ont été adoptés ou en tout cas vendus, placés dans des foyers non autochtones. Souvent, justement, parce que c'était des gens qui sont allés pensionnats et que le gouvernement ne reconnaissait pas inaptes à pouvoir élever des enfants. Puis, c'est une période en fait, il y a des gens qui parlent carrément de traite d'enfants autochtones, parce qu'il y a des enfants autochtones qui ont été vendus à l'étranger. Puis, il y a des autochtones du Canada là, qui sont aujourd'hui en Australie, en Europe, puis qui ont, en faisant des recherches, ils ont réalisé qu'ils étaient comme un autochtone du Canada dans la rafle des années 60. Donc, c'était carrément dans des catalogues que je choisissais comme enfant autochtone. Ça. Puis, pourquoi c'est un élément historique qui a aussi affecté les peuples autochtones? Ben, c'est que ces enfants-là étaient eux aussi coupés de leur culture puis de leur langue, finalement, en étant élevés dans des foyers non autochtones. Ensuite, là, c'est vraiment peut-être plus spécifique aux femmes autochtones. C'est la surreprésentation dans les politiques de stérilisation. Donc, dans les années 20, il y a plusieurs provinces canadiennes qui avaient des politiques de stérilisation pour des femmes qui considéraient inaptes à pouvoir donner la vie ou élever des enfants. Et malheureusement, les femmes autochtones étaient souvent considérées inaptes à pouvoir élever des enfants, donc qui ont été stérilisés. C'est quelque chose qu'on entend très peu parler, mais vous allez voir, vous allez en entendre parler, puis ça va probablement devenir aussi comme un des éléments historiques là, généralement reconnus qui ont affecté les femmes autochtones, d'autant plus que dernièrement, c'est passé dans les nouvelles, il y a des femmes autochtones qui, à travers le Canada, qui ont dit avoir été stérilisées sans leur consentement, dernièrement, là, récemment, dans les dernières années, c'est ça, qui ont été stérilisées sans leur consentement à l'hôpital, par exemple, après avoir accouché. Souvent, on parle
le personnel du milieu de la santé qui considérait par exemple qu'elle avait déjà assez d'enfants ou par exemple elle avait des problèmes de consommation puis qui pensaient que c'était pas une bonne idée qu'elle ait d'autres enfants, donc qui prenaient la décision à leur place à ce niveau-là. Puis même la ministre des questions autochtones du Canada pensait faire une enquête nationale juste sur cette question-là. Je pense que la plupart des provinces canadiennes ont décidé de collaborer, mais le Québec, Legault n'a pas voulu collaborer à ce sujet-là parce qu'il dit que c'est ça, il considère que ça n'a pas lieu au Québec. Donc, en fait, comment qu'on peut savoir si on ne fait pas genre, justement enquête, mais moi, tu sais, comme quand on travaille chez Femmes autochtones, on entend vraiment souvent des histoires de ce genre-là, puis ça reste malheureusement comme des anecdotes, des témoignages par-ci par-là, tant que ça ne rentre pas dans le cadre de quelque chose de structuré ou d'officiel. Si je peux faire un parallèle aussi avec le scandale qu'il y avait eu avec les femmes de Val-d'Or et de la SQ. Tu sais, chez Femmes autochtones, on entendait parler de ça depuis des années, mais il a fallu comme que ça passe à une émission enquête à Radio-Canada pour que ce soit pour que ça soit présenté publiquement, puis que là, comme, les gens prennent conscience que ça avait lieu. Fait que souvent, c'est ça, on entend beaucoup de femmes autochtones partager leur expérience, des témoignages. Ça reste comme anecdotique, puis on n'est pas toujours sûr, je ne pense pas les gens n'ont pas toujours ça, ils peuvent les prendre au sérieux. Mais je pense que ça fait partie aussi des témoignages qui ont été partagés ici, malheureusement encore aujourd'hui, par des femmes autochtones. Et un autre élément là, qui est ressorti souvent dans une discussion qu'en train chez les femmes autochtones du Québec, c'était la traite sexuelle des femmes autochtones depuis l'arrivée des Européens. Puis ça vient un peu casser aussi l'image journaliste romantique, souvent des premiers contacts entre les Européens et les femmes autochtones. Parce qu'il y a souvent cette image-là, comment les premiers colons adoraient les femmes autochtones, ils fricotaient avec les femmes autochtones, tout ça. Puis, mais on n'entend comme jamais parler du point de vue non plus des femmes autochtones à travers ça. Puis, il y a des anthropologues, notamment l'anthropologue Marie-France Labrec, qui elle disait que dans ce temps-là aussi, il y avait pas mal de traits sexuels de femmes autochtones, justement pour répondre aux désirs sexuels des Européens. Fait que c'était pas nécessairement toujours ces relations romantiques qu'on s'imagine souvent à ce niveau-là. Puis, en fait, je parle de ça parce que je pense qu'il y a quand même un long historique de la sexualisation des femmes autochtones qui viennent, en fait, beaucoup les affecter encore aujourd'hui, puis notamment aussi qui vient encore les affecter toute la question des femmes autochtones disparues, assassinées aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a quand même des liens à faire avec ces éléments historiques-là. Puis, c'est en lien aussi avec, si je peux dire, les stéréotypes là, qui entourent les femmes autochtones, la belle sauvage, tout ça. Fait que des stéréotypes qui restent collés vraiment aux femmes autochtones encore aujourd'hui, puis qui essayent de s'en départir, parce que aussi, les films d'Hollywood, les médias, tout ça, ils ont vraiment comme présenté des stéréotypes, des clichés sur les femmes autochtones qui ne sont pas nécessairement représentatifs de vraiment toute la diversité, l'humanité des femmes autochtones aujourd'hui. Fait que les femmes autochtones sont comme aujourd'hui en train de lutter contre tous les stéréotypes, les clichés, les préjugés là, qui les entourent. Je vais présenter à la fin. Donc, le mouvement donc des femmes autochtones depuis les années 70, c'est ça, je vous l'avais expliqué tantôt, c'est dans les années 70, il y a vraiment un mouvement de femmes autochtones qui ont commencé à se mobiliser justement, notamment contre les discriminations de la loi sur les Indiens. Donc, les femmes autochtones qui
la plupart d'entre elles mariaient une personne non autochtone et finissaient par perdre leur statut et ne plus pouvoir habiter dans leur communauté. Donc, il y avait une femme mourante qui s'appelle Mary Two Axe, qui, c'est ça, elle restait à Kahnawake initialement, puis elle a marié un homme qui n'était pas autochtone, elle ne pouvait plus rester à Kahnawake. Puis, est-ce qu'elle déplorait l'absurdité que son chien avait le droit d'être enterré encore à Kahnawake, mais qu'elle n'avait pas le droit. Elle n'avait plus le droit de se faire enterrer dans cette communauté, justement parce qu'elle avait perdu son statut, juste pour comme, démontrer l'absurdité de tout ça. Puis, c'est vraiment comme une lutte là, qui... C'est beaucoup des luttes juridiques, là, en fait. C'est comme retourner en cours. C'est comme les femmes autochtones sont allées dans différents niveaux de cours juridiques pour se rendre même jusqu'à la Cour des droits de l'homme de l'ONU. Donc, il y a vraiment un long historique là, de mobilisation de femmes pour dénoncer les discriminations de la loi sur les Indiens. Oui. Ah oui, excuse-moi. Les luttes juridiques, donc, ça se retrouve devant des juges, inévitablement. Oui. Est-ce qu'il y a eu des juges qui, historiquement, ont été bienfaisants ou qui ont eu une oreille plus attentive, mettons, là? Moi, je ne connais pas le nom des juges qui ont fait des jugements, mais la plupart des amendements, la plupart du temps, ça a fini par être reconnu. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu les amendements. Puis mais, c'est comme après plusieurs années de lutte. C'est beaucoup ça, c'est ça, hein, une victoire juridique, c'est qu'il faut qu'il y ait une évolution de la mentalité. Après, c'est des juges au bout du compte. Oui, non, c'est ça, effectivement. Mais non, j'ai pas de nom de juge en ce moment, mais effectivement, c'est en lien aussi avec les mentalités du système de justice puis les juges. Là, mais probablement que la Cour suprême aujourd'hui a l'oreille plus tendue que dans les années 60-70. Oui, c'est ça. Puis aussi, je pense que c'est la pression aussi qui vient souvent peut-être des Nations Unies, là, le Canada qui a cette image de bon pays, tout ça, mais que là, quand il se fait corriger, qui se fait réprimander par l'ONU, ça paraît pas toujours bien au niveau international. Mais oui. Je pense qu'il y avait beaucoup de travail qui a été fait avec des femmes en dehors de la communauté autochtone qui sont venues, les féministes qui sont venues appuyer Mary Two Axe et son mouvement parce que la lutte se faisait aussi à l'intérieur de la communauté. C'était pas comme... les gars n'étaient pas tous là, les filles go, c'était pas nécessairement comme ça que ça se passait. Oui, non, c'est clair. Ça a été initié et mené par les femmes autochtones. Effectivement, plein d'alliés, de gens qui ont appuyé ce mouvement-là, puis les luttes juridiques. Donc, c'est ça, c'est essentiellement ce qui a mené aussi à, en fait, ce qui a créé dans les années 70 la création de, notamment l'Association des femmes autochtones du Canada, Femmes autochtones du Québec. Il y a d'autres associations provinciales, mais je dirais que, c'est pas parce que j'ai travaillé là et que je viens du Québec, mais Femmes autochtones du Québec, c'est quand même une très grosse organisation de femmes autochtones pour une organisation provinciale. Puis ça a été créé dans la même période que Femmes autochtones du Canada, presque en même temps. Puis c'est justement toutes ces mobilisations de femmes-là dans les années 70 qui les ont poussées à se regrouper. C'est ça, pour lutter contre les discriminations de la loi sur les Indiens. Pardon. Mais finalement, ils ont fini par travailler sur plein d'autres sujets. Là. Quand je travaillais chez Femmes autochtones, il y avait quelqu'un qui travaillait sur la promotion de la violence, quelqu'un qui travaillait sur la santé, quelqu'un qui travaillait sur l'environnement durable. Donc, il y a vraiment comme plusieurs thématiques sur lesquelles ils travaillent aujourd'hui. C'est Femmes autochtones du Québec aussi qui a brisé le tabou là, sur la question des violences, des abus sexuels dans les communautés autochtones. Donc, vraiment, oui, ça a été créé suite aux mobilisations par rapport à la loi des Indiens, mais ça s'est vraiment beaucoup élargi aujourd'hui. Et il y a aussi, les gens me demandent souvent comme, pourquoi les femmes inuites ont leur propre organisme. En fait, les
femmes inuites ne sont pas soumises à la loi sur les Indiens. Donc, la loi sur les Indiens s'applique à ce qu'on appelle aujourd'hui des Premières Nations, ce qui est souvent connu dans le langage populaire amérindien des Indiens, mais aujourd'hui, on dit les Premières Nations. Par exemple, les Métis de l'Ouest, les Inuits ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens. Mais ils ont quand même été victimes d'autres politiques, les mêmes politiques d'assimilation. Je pense que, en tout cas, il y a plusieurs théories par rapport à ça, mais je sais que les Inuits, souvent, sont considérés un groupe en soi parce que les vagues d'immigration sont vraiment comme arrivées plus tard. Ils étaient beaucoup plus dans le nord, puis les gens disent qu'ils étaient moins menaçants parce qu'ils vivaient comme, pas isolés, mais ils vivaient pas isolés, mais qu'ils vivaient comme éloignés de la société dominante. Puis aussi, c'est ça. C'est pour ça que juridiquement aussi, le Canada a créé comme un groupe en soi, là, juste pour les Inuits. Mais ceci dit, même si c'est un groupe différent, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire entre les Premières Nations et les Inuits sur les impacts quand même de la colonisation. C'est juste qu'ils ont, ils ont eux-mêmes leur organisme, mais il y a aussi, il y a beaucoup de collaboration aussi entre femmes autochtones du Québec, les femmes inuites du nord du Québec, puis les organismes de femmes inuites. Donc, c'est pas parce qu'ils ont leurs propres organisations que c'est comme tout est séparé, parce que je sais que les femmes CRI ont aussi leur propre association. Les femmes CRI au Québec ont aussi leur propre association, mais c'est comme affilié à Femmes autochtones du Québec. Fait que c'est ça. Mais comme, je dirais que ça, c'est quand même, là, je parle au Québec, là, quand même 3 organismes à connaître là, qui luttent là, pour les droits des femmes autochtones. J'ai une question. Oui. Vous disiez que la loi ne s'applique pas pour les femmes, les Inuits, mais oui. Ça veut dire quoi? Elles, si elles se marient avec un Québécois, en guillemets, elles ne perdent pas leur statut? Non, pas aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Du gouvernement. Par exemple, le concept là, de réserve communauté, c'est pas la même chose chez les Inuits. C'est comme des municipalités. Fait qu'il n'y a pas le même. C'est pas le même concept de réserve là, régie par la loi sur les Inuits et le gouvernement fédéral, mais il y a quand même, je pense, un certain contrôle là, de l'identité inuit, puis il y a même, je pense, une carte inuit, mais qui est gérée par les Inuits eux-mêmes. Il y aurait plus d'autonomie, autrement dit? Oui, c'est ça. Ouais, en fait, au Nunavut, c'est ça. C'est pas, mettons, l'idéal, je pense qu'ils recherchent, mais il y a quand même beaucoup plus d'autonomie que le reste des autochtones au Québec. Le Nunavut, même d'autres régions inuites au Canada. Donc, c'est vraiment comme un monde différent. Puis que moi-même, je connais moins comme tous les détails de réalité par rapport aux questions des Premières Nations. Là. Mais même le monde inuit, c'est un monde en soi. Puis moi, j'ai eu la chance d'aller justement au Nunavut, une communauté qui s'appelle Kuujjuaq. C'est en fait une communauté inuit à côté d'une réserve. Une communauté CRI. Puis même eux, comme une cohabitation entre CRI et Inuit, c'est quand même quelque chose de spécial. Pour eux, c'est comme deux nations complètement différentes. Ouais, c'est pas nécessairement tout. Ouais, ça peut être difficile à certains moments, mais c'est comme, à un moment donné, même je leur demandais comme, c'est comment comme vivre Inuit puis CRI ensemble. Puis là, c'est comme si tu mettais genre des Grecs puis des Chinois à côté. Je suis comme, ouais, c'est différent ça. Fait que tu sais, même Inuit puis CRI qui habitent ensemble, tu sais, comme un à côté de l'autre, ça c'est complètement différent. Mais tu sais, ceci dit, ils se côtoient quand même. Puis il y a des mariages entre CRI puis Inuit, tout ça. Là. Mais puis ça emmène aussi une dynamique assez spéciale dans la communauté. C'est comme par exemple dans l'église, le prêtre, il fait tout d'abord en anglais, puis après il fait en inuit tout, puis ensuite en CRI.
Puis, mais ce qui est spécial, c'est ça, c'est comme il y a des lieux communs, mais en même temps, vu qu'ils ne sont pas régis par les mêmes politiques, il y a quand même une certaine division. Tu sais, par exemple, les Cris sont sous la Convention de la baie James, puis pas les Inuits qui sont à Kuujjuaq. Fait que souvent, on voyait comme une différence socio-économique dans les infrastructures. C'est comme la maison des jeunes des Cris, wow, elle était comme super belle, mais celle des Inuits était un peu moins belle. Ben, pas moins belle, mais comme il y avait moins de services, mettons, que celle des Cris. Mais en tout cas, des fois, je passe sur des sujets, des parenthèses comme ça, là, mais juste pour vous dire comme ça, c'était mon expérience à Kuujjuaq, juste pour en fait représenter là, que le monde inuit, c'est un monde en soi. Merci. Ouais, je vous disais tantôt en fait que une des raisons pour laquelle je m'intéressais aussi beaucoup à la question des femmes, c'est que j'ai eu la chance de m'impliquer dans la branche québécoise du mouvement I Don't Know More. J'imagine que vous en avez au moins entendu un peu parler dans les médias, là, en 2012, 2013. Moi, j'avais eu la chance avec Mélissa Mollin-Dupuis d'être une des co-instigatrices, mais dans le fond, tout ce qu'on a fait, c'est s'organiser sur Internet pour organiser des marches puis essayer de mobiliser les gens. Parce qu'on avait réalisé que, c'est ça, on entendait parler d'I Don't Know More dans le reste du Canada en novembre 2012. En décembre 2012, il n'y a rien qui se passait encore au Québec. Puis, là, c'est ça, j'avais comme écrit un statut Facebook pour dire « Hey, y a-t-il une manifestation qui a lieu au Québec par rapport à I Don't Know More? » Puis là, c'est Mélissa qui m'a répondu. Puis finalement, c'est ça qui a comme commencé la mobilisation sur Internet, dans les médias sociaux. Puis finalement, qu'on organise la première marche au Québec le 21 décembre 2012. Ça n'avait rien à voir avec la fin du monde des Mayas qui était prévue ce jour-là. Les gens me pensaient qu'on avait choisi cette date à cause de ça. Mais non, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans mon implication dans ce mouvement-là, c'est vraiment comme la forte présence des femmes. Puis en fait, même moi, je ne l'avais pas réalisé au début. C'est un journaliste qui m'avait comme posé la question pourquoi il y a autant de femmes dans I Don't Know More? Puis j'étais comme c'est vrai, on est beaucoup de femmes. J'avais comme juste pas réalisé. Comme si c'est pas quelque chose qui a été bon, nous les femmes, allons-y, tout ensemble, mais c'est comme quelque chose qui s'est fait naturellement. Puis j'ai réalisé que finalement, c'est pas quelque chose de nouveau, là, la forte présence des femmes autochtones dans les luttes autochtones en général, les mouvements sociaux autochtones. Puis, donc c'est ça, il y avait beaucoup de femmes à. Ben là, ici, c'est ce qu'on voit, c'est les cofondatrices du mouvement pan-canadien. Mais c'est ça, c'était. La plupart des fondatrices, là, même des branches provinciales, tout ça, c'était des femmes. Celles qui organisaient les marches. Souvent, les marches étaient ouvertes par des femmes autochtones. C'est ça. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que quand tantôt je parlais des impacts de la loi sur les Indiens, un des impacts aussi que ça a eu sur les femmes, c'est qu'avant 1951, en fait, je vais revenir encore plus en arrière, c'est que quand ils ont créé la loi sur les Indiens, ils ont éventuellement créé le système des conseils de bande. Ça, c'est comme le système de gouvernance qui existe aujourd'hui dans ce qu'on appelle des réserves. Mais souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que les conseils de bande, c'est aussi une création, une imposition du gouvernement fédéral. Les gens pensaient comme un système, les systèmes traditionnels autochtones, mais non, ça ne l'est pas. Puis, ce qui est arrivé, c'est jusqu'en 1951, les femmes autochtones n'avaient ni le droit de se présenter comme chef dans leur communauté, et elles n'avaient ni le droit de voter pour le chef de leur communauté. Et donc, là, on voit comme que le sexisme, le patriarcat, c'est comme installé tranquillement aussi dans les sociétés autochtones avec l'arrivée de la loi sur les Indiens, alors que pourtant, avant la colonisation, les femmes autochtones, tout n'était pas parfait, là, mais c'était quand même beaucoup plus égalitaire dans les prises de décision politiques dans les communautés. Puis il y avait carrément des nations autochtones où est-ce que les femmes autochtones, les femmes aînées autochtones avaient le dernier mot
sur certaines décisions. Donc, dépendamment là, des nations autochtones, les réalités étaient différentes, mais je veux dire, ça restait en général quand même plus égalitaire qu'ensuite elle est arrivée de la loi sur les Indiens qui interdisait tout simplement les femmes autochtones de se présenter en politique ou de voter pour leur chef. Fait que souvent, quand je ne me rappelle plus c'était en quelle année là, les Québécoises célébraient l'anniversaire d'obtention du droit de vote des femmes. Puis là, il avait approché les femmes autochtones du Québec pour savoir si on voulait célébrer aussi, mais on était comme, nous, c'est peut-être un peu différent pour nous, parce que même dans notre communauté, on votait avant 1951, puis le droit de vote pour au Québec et au Canada, on l'a eu juste en 1960 puis en 1969. Fait que c'est pas la même chose. Ouais, j'ai vu une main levée. Y a-t-il une main levée? Non? C'est peut-être moi. Ok, c'est bon. Donc, tout ça pour dire que l'exclusion des femmes, disons, des systèmes de gouvernance, des systèmes politiques dans les communautés, puis même en général dans la société, ça fait qu'ils s'intègrent beaucoup à l'extérieur des structures politiques coloniales. Puis, bon, on va les voir popper par des trucs comme ça, comme I Don't Know More, des mouvements sociaux. Tout ça, c'est comme leur moyen, je pourrais dire, de faire entendre leur voix. Je pense que I Don't Know More, ça a été un moyen de faire entendre la voix des femmes autochtones, mais aussi des jeunes autochtones. Bref, ce qu'on appelle la population de base autochtone, parce que ce qui arrive aussi, c'est que les gens ont beaucoup tendance à avoir l'impression que les représentants officiels représentent tous les Autochtones, mais c'est pas nécessairement le cas. Puis même dans le milieu autochtone, il n'y a pas tout le temps une prise en considération des réalités des femmes. Fait que des mouvements comme I Don't Know More, ça a été comme l'occasion de faire revenir les préoccupations des femmes autochtones. Puis justement, un des appels à l'action de I Don't Know More, c'était qu'il y ait une enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Fait que, c'est ça. Souvent, je présente I Don't Know More comme une espèce de nouvelle émergence d'un féminisme autochtone militant, mais ça existait déjà. Les femmes autochtones s'impliquaient déjà depuis longtemps, mais là, ça comme... C'était la première fois, en fait, qu'il y a eu une mobilisation au niveau pan-canadien, au lieu que ce soit comme seulement localisé à certains endroits ou comme ponctuellement, là, mais là, c'est comme au niveau pan-canadien, puis même dans d'autres pays, là, il y a vraiment une mobilisation des peuples autochtones dans lequel il y a eu une forte présence de femmes autochtones. Excuse-moi, est-ce que ça veut dire, là, 1951, c'est quand les femmes autochtones peuvent choisir leur chef, peuvent voter, ouais, ils peuvent voter, peuvent se présenter ouais, ils peuvent aussi. se présenter comme chef. Puis 1960, elles peuvent voter au Canada. Oui, au Canada. Elles peuvent participer au vote. Oui, 1960, ça, ils peuvent voter. Elles reçoivent un bulletin de vote comme nous. Oui, pour voter aux élections fédérales canadiennes. Puis 1969, aux élections provinciales du Québec. Avant, les hommes recevaient. 69, vous savez. Oui, 69. C'était quoi? Comment? 69, c'était quoi? L'obtention du droit de vote. Ça, c'est les Autochtones en général. Oui, en fait, le 50e. Oui, pas juste les femmes. Parce que là, je vais faire la différence. 1951. Oui. Dans le conseil de vente. Oui, 1951, c'est vraiment les femmes autochtones dans leur conseil de vente. Elle explique, là, écoutez. En 1951, là, c'est vraiment les femmes au sein de leur conseil de vente ont le droit de se présenter ou de voter pour leur chef. En 1960, c'est tous les Autochtones ont le droit de voter aux élections fédérales canadiennes. Donc, les hommes non plus n'avaient pas de droit avant 1960. Oui, pour les élections du Canada. Aucun n'avait. Aucun. Non, sauf si tu renonçais à ton statut autochtone. C'est ça que je ne l'ai pas expliqué tantôt parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la loi sur les Indiens, mais il y avait le concept d'émancipation. Fait que quand puis émancipé entre guillemets, parce que c'est une émancipation, mais par exemple, il disait que quand ils ont pris la loi sur les Indiens et le statut autochtone, il disait vous pouvez comme vous émanciper de votre statut autochtone pour devenir un citoyen canadien, mais dans le fond, c'est comme tu perdais ton statut autochtone si tu voulais voter, si tu voulais aller à l'université, si tu voulais voyager à l'étranger, si tu voulais
voulait embaucher un avocat. En tout cas, vous voyez l'idée. Fait que, fait que là, c'est ça. Si un Autochtone s'émancipait lui-même de son statut autochtone, mais le gouvernement était comme content finalement parce qu'il atteignait son objectif justement d'atteindre le statut autochtone. Mais tu sais, c'est comme hyper discriminatoire là, parce que de devoir renoncer à son statut autochtone pour, par exemple, aller à l'université. Fait que, il savait que si les Autochtones, ça s'éduquait, que ça devenait dangereux. Un Autochtone qui veut embaucher un avocat, dangereux. Le statut, c'est juste je veux dire, c'est ça qui donne. Ça n'enlève rien à la personne. Oui, c'est ça que j'expliquais tantôt. Le statut autochtone, c'est vraiment comme imposé, décidé par le gouvernement fédéral. Mais qu'est-ce qui quand même, qui l'enjeu, c'est que ça t'enlève le droit, par exemple, de rester dans ta communauté. Fait que même si, je veux dire, tu continues, c'est sûr, ça t'enlève pas ton identité personnelle, mais... Ça t'enlève d'autres droits. C'est ça t'enlève d'autres droits. Mais tu te sens exclu, forcément, de ta communauté. Oui. Si tu perds ton statut. C'est ça, c'était l'objectif. Puis, tu sais, c'est une loi qui, vraiment, qui crée beaucoup de débats, même dans le milieu autochtone, parce que je pense qu'en général, les Autochtones trouvent que c'est une loi archaïque, désuète, etc. Mais si c'est pas remplacé par quelque chose d'intéressant, ils vont quand même y tenir. Parce que, ironiquement, paradoxalement, ça garantit une espèce de reconnaissance en tant que peuple distinct, si je peux dire. Parce que si on fait, tu sais, il y a eu le projet du livre blanc dans les années 60. Puis, tu sais, il disait, on va abolir la loi Saint-Saint, tous les Autochtones vont devenir Canadiens, mais c'est pas nécessairement, officiellement Canadien, mais c'est pas nécessairement ça que les Autochtones voulaient non plus. Fait que, tu sais, il y a comme toujours, les Autochtones, oui, ils veulent être reconnus comme peuple distinct, puis avoir leur propre autonomie, puis tout ça, mais ils veulent juste comme plus être gérés sous la tutelle du gouvernement à travers la loi Saint-Saint. Fait que, mais là, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ce que les Autochtones disent, c'est que on aimerait ça que, par exemple, cette loi-là soit remplacée par la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Mais là, le gouvernement fédéral est pas nécessairement comme toujours d'accord avec toutes ces déclarations-là, parce que là, on implique vraiment comme à accorder des droits aux Autochtones, notamment au niveau territorial. Puis là, ça deviendrait quand même comme un enjeu assez important. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, encore une fois, la loi sur les Indiens, c'est vraiment un enjeu en soi. Comme je dis, on pourrait comme donner une session de 15 cours là-dessus. Ouais, merci. Il y avait le statut en tant qu'Autochtone. À ce moment-là, est-ce qu'on est considéré comme des citoyens canadiens? Si vous voulez avoir un passeport pour aller à l'étranger, est-ce qu'ils pouvaient... Est-ce qu'ils avaient accès à ça ou il fallait qu'ils restent ici? Non, voyager à ici? l'étranger, il fallait qu'ils renoncent à leur statut. Qu'ils renoncent. Avant 51. Oui, avant 51. Depuis 51. Avant 51. Oui, avant 1900. Oui. Après ça, là... À 51, c'est comme une date où est-ce que là... Mais avant ça, même si par exemple, les Autochtones n'avaient pas le droit d'avoir des cérémonies de power ou des cérémonies culturelles. Fait que tu sais, quand on parle tout de la résurgence culturelle des peuples autochtones, c'est récent, là, parce que jusque dans les années 50, c'était interdit. Les Autochtones n'avaient pas le droit de pratiquer leur culture, d'afficher leur culture. Fait que c'est dans tous ces aspects-là que la loi sur les Indiens était vraiment comme une politique d'assimilation. Les vêtements aussi. Oui, les vêtements. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on comprend mieux, tu sais, quand on voit la résonance culturelle des Autochtones, les powwows, comme les Autochtones dans leur régalia, tout ça, on voit d'une autre manière après quand on connaît mieux l'historique. Moi, il y a une autre question. Non, ma question, oui. Mais vous l'avez répondu. Tous les décalage des années 60, 50, 60 et l'autre c'était... 51, 69. 69, c'est provincial. Oui, 69, c'est tous les Autochtones au niveau provincial. Mais je fais une petite parenthèse, c'est drôle parce que c'est sûr qu'il y a des choses que j'apprends que je ne connaissais pas, mais on peut
comprendre un petit peu la réaction par rapport au niveau culturel, comme avec la pièce de théâtre de Lepage et que les Autochtones, on voulait qu'il y ait vraiment une présence autochtone et tout. Alors on voit qu'ils veulent vraiment, ils ont été tellement freinés, humiliés. Ça va quand même, ça va loin quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on... Non, mais là, tout de suite, c'est ça que j'ai vu dans ma tête. Oui. Ça aide à mieux comprendre un peu. J'ai eu cette compréhension-là. Ouais. OK. Oui, en fait, j'aimerais vous parler aussi. Je pense que je me suis impliquée dans le mouvement de No More. Il y avait non seulement une très forte présence de femmes, mais il y avait aussi une très forte présence de jeunes. Et beaucoup de jeunes femmes autochtones aussi. S'est impliquée. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'I Don't Know More ravivé, en quelque sorte, la fierté culturelle chez beaucoup de jeunes autochtones et le désir de s'impliquer dans sa communauté, puis de s'impliquer même généralement. Puis là, il y a vraiment comme un mouvement là, des deux jeunes femmes autochtones qui est en train de se créer. Peut-être qu'il y en a une couple là-dedans que vous connaissez, vous allez sûrement m'entendre parler prochainement si vous n'en avez pas déjà entendu parler, mais c'est comme par exemple, je ne sais pas si vous voyez, Natacha Canapé-Fontaine. Elle avait été beaucoup impliquée dans le mouvement Economore, puis ça s'était beaucoup impliquée, puis elle a été de plus en plus connue avec ses poèmes, ses slams, tout ça. Elle a joué dans Unité 9. Elle est actrice aussi, puis elle est passée à Tout le monde en parle. Elle a sorti 3 recueils de poèmes. Tout ça, c'est vraiment comme une jeune femme autochtone à connaître si vous ne la connaissez pas déjà. Elle a été la Brix à Ganache aussi, qui est beaucoup impliquée. Elle avait une chronique dans le journal Métro. Je crois que c'est Jennifer Obomsawin. Maintenant, si vous écoutez TVA, vous allez la voir, elle est journaliste à TVA. Donc, dans ce temps-là, quand j'ai pris la photo, elle n'était pas encore journaliste. Là, elle était impliquée dans le mouvement des jeunes autochtones à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et de Laval. Fait que là, c'est vraiment intéressant de voir tranquillement aussi des jeunes femmes autochtones s'impliquer, prendre leur place, prendre parole. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi la diversité des jeunes femmes autochtones. Puis encore une fois, quand au tout début, je vous parlais de casser l'image, de cette image que les Autochtones sont un groupe homogène, monolithique. C'est comme ça vient davantage rendre compte de la diversité des réalités autochtones. Puis au sein des jeunes femmes autochtones. Je pense que c'est important d'être à l'écoute autant des femmes autochtones que des jeunes autochtones. C'est souvent des voix, parce que je me rappelle au tout début dans I Don't Know More, un des événements déclencheurs, c'est quand il y a des chefs autochtones qui ont essayé de rentrer dans la Chambre des communes pendant que les députés étaient en train de débattre sur le projet de loi. J'ai oublié le numéro de projet de loi. Là, en tout cas, c'est un projet de loi qui allait enlever la protection notamment de la plupart des cours d'eau au Québec et au Canada. Là. Puis c'est 60. En tout cas, j'ai oublié le numéro du projet de loi, mais tout ça pour dire qu'ils ont aussi rentré dans la Chambre des communes. Ils sont rentrés quand même de manière pacifique, avec des tambours, tout ça. Puis ils se sont fait, finalement, tout ce qu'ils voulaient, c'était de prendre part au débat, de dire, ce projet de loi-là nous affecte. Puis on aimerait ça participer au débat, puis disant qu'on n'est pas d'accord avec ça. Puis finalement, ils ont été repoussés, expulsés de la Chambre des communes par les gardiens de sécurité. Puis là, ça s'est passé à la télé. Ça, c'était comme dans les débuts d'I Don't Know More, les événements, au tout début d'I Don't Know More. Puis moi, je me rappelle, j'avais comme mon flashback, c'est comme, wow, OK, même des chefs autochtones, qui sont la plupart des hommes, parce que pour les raisons que vous avez expliquées tantôt, la plupart des chefs autochtones aujourd'hui sont des hommes, donc les femmes autochtones vivent le même problème de sous-représentation au niveau politique que même dans les femmes québécoises. Mais on va voir des chefs hommes autochtones eux-mêmes se font refuser le dialogue à la Chambre des communes. Et imaginez comment on se sent les femmes et les jeunes là-dedans. Puis,
Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important de vraiment être à l'écoute aussi là, des femmes autochtones et des jeunes autochtones parce qu'ils n'ont pas nécessairement toujours eu la tribune politique là, pour partager leurs préoccupations. Ouais, la photo à droite complètement, c'est pour montrer aussi que dans les médias sociaux, les femmes autochtones avaient commencé plusieurs campagnes de sensibilisation sur, par exemple, la question des femmes autochtones disparues assassinées. Donc là, MINEX suit la prochaine, pour faire la sensibilisation à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître des femmes autochtones? Alanis, là, juste là. Comment? La troisième, c'est Alanis Obomsawin. Oui, Alanis. Ça, c'est Alanis Obomsawin. Raybould, Madame Raybould. Oui. Fait que, c'est ça, ben, là, vous avez nommé Alanis Obomsawin, qui, si vous ne la connaissez pas, allez écouter ce documentaire. Je ne sais même plus combien de documentaires qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Elle a plusieurs documentaires vraiment intéressants. Un des plus connus, c'est 270 ans de résistance, qui est comme un point de vue plus autochtone sur la crise d'Oka. Moi, c'est ça, l'ancienne ministre, Raybould, Judy Wilson-Raybould, peut-être entendu dans toute la question avec... Vous présentez les autres? Oui, c'est ça. Ben, je voulais savoir s'il y en avait d'autres que vous connaissiez. Oui, mais sinon... c'est pas Hélène Gabriel? Oui, c'est ça, Hélène Gabriel. Okay. Elle a quand même été impliquée dans la crise d'Oka. Elle avait été une des porte-parole, négociatrices qui parlait au nom des Mohawks. C'est Suzy Basile, Suzy Basile, c'est une femme américaine. Suzy Basile. Oui, c'est ça. Comment? Parce qu'elle est aussi. Ah, ok. Suzy Basile. Basile. B-A-S-I-L-E. Puis elle, c'est la première, non seulement la première femme atikamekw, mais la première personne atikamekw à avoir un doctorat. Puis elle a créé justement un guide de... c'est pas guideline, un guide de ligne directrice sur comment faire la recherche auprès des femmes autochtones, parce que les femmes autochtones souvent sont sollicitées pour plein de recherches. Puis là, ben, les chercheurs, ils viennent prendre plein d'informations, puis là, après, ils s'en vont sans jamais donner une nouvelle. Fait que là, elle a développé un guide, là, justement, pour que ce soit fait davantage en collaboration, puis que ce soit redonné aussi à la communauté, puis aux femmes autochtones. Elle, complètement à droite, en haut, elle s'appelle Sydney Blackstock. Elle a carrément poursuivi le gouvernement fédéral en cours au tribunal canadien des droits de la personne pour dire que le Canada était discriminatoire envers notamment les enfants autochtones. Je vais vous en parler tantôt. Parce que leurs écoles sont pas aussi bonnes et tout ça. Oui, c'est ça. Puis je vais en parler en fait spécifiquement tantôt par rapport à ce jugement-là. C'est sûr que je ne dépasse pas le temps. Ça, c'est Marie-Josée Parent, qui est une première élue à Montréal, une des premières élues autochtones à Montréal. En fait, la première élue autochtone à Montréal. Et la photo complètement à droite, c'est Eva Ottawa, qui était comme la première femme à être chef du Conseil des Atikamekw, puis qui a aussi été seulement temporairement, malheureusement, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais elle avait été la présidente du Conseil du statut de la femme. C'était comme la première fois qu'une femme autochtone était dans le Conseil du statut de la femme. Elle n'est pas restée longtemps. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais bref, c'est quand même une femme qui est très impliquée aussi politiquement. C'était juste pour vous donner une idée de plusieurs femmes autochtones qui s'impliquent. Ah, j'en ai oublié? Elle les a toutes présentées. Oui, moi au début j'avais commencé par ces deux-là, puis ensuite j'ai présenté les. La première en bas? Oui, Eva Ottawa. Non, en bas. Ah, elle, c'est Marie-Josée Parent. C'est la première élue autochtone à Montréal. Conseillère tempête. OK, oui, c'est ça. Ouais.
Mais la deuxième, c'est... C'est Judy Wilson-Raybould. C'était la première femme autochtone qui était ministre de la Justice. Oui, vraiment. Mais jusqu'à récemment. Oui. Avec, en tout cas... Elle est rendue indépendante. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Je vais essayer que le temps passe. C'est ça, j'aimerais peut-être vous présenter aussi des... Moi, je trouve que souvent dans le milieu des femmes est souvent avant-gardiste par rapport aux questions de comment améliorer les relations autochtones et non autochtones. Par exemple, chez Femmes autochtones du Québec, quand j'ai commencé à travailler, ça faisait pas si longtemps qu'il y avait signé un protocole de solidarité avec la Fédération des femmes du Québec. Puis la Fédération des femmes du Québec avait réalisé puis accepté qu'ils ne pouvaient pas parler au nom des femmes autochtones, puis que les femmes autochtones étaient une entité en soi, qui avaient leur propre organisation, leur propre réalité, puis ils ont décidé de vouloir développer une relation d'égal à égal entre Femmes autochtones du Québec et la Fédération des femmes du Québec. Puis il y a eu vraiment plein d'autres collaborations dans les années par la suite. Il y a aussi eu, en 2015, un protocole de solidarité entre le Conseil des femmes élues de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et le Cercle des femmes parlementaires du Québec. Ça, on n'en entend jamais parler, mais ils se rencontrent maintenant une fois par année. Donc, les femmes élues à l'Assemblée nationale, puis les femmes autochtones élues qui se rencontrent justement pour parler. J'avoue que c'est quand même beaucoup pour que les femmes élues non autochtones connaissent mieux les réalités des femmes autochtones, mais pour créer aussi une solidarité là, sur la question, par exemple, de la sous-représentation des femmes au niveau politique. Que finalement, c'est un peu un enjeu commun. Pour terminer, je m'inviterais peut-être c'est ça, je vais vous présenter peut-être quelques événements dans l'actualité là, que vous avez peut-être entendu parler, que je vous invite à suivre, notamment la question de la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. C'est un document qui a été créé pendant 10 ans par plein d'Autochtones à travers le monde, qui représente en fait globalement pas mal les revendications et les droits des peuples autochtones. Donc ici, les Autochtones aimeraient qu'autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, qu'on adopte cette déclaration-là, mais ça implique quand même beaucoup d'enjeux. Puis je pense que les enjeux les plus délicats, controversés, c'est vraiment le niveau politique et le niveau territorial. Ça date de... Ça a été en 2007, mais c'est seulement en 2010 que le Canada l'a signé, parce qu'au début, ils refusaient de signer. Ils ont accepté. C'est là, quand Trudeau est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il était prêt à la mettre en œuvre de manière significative. Il y a eu un projet de loi présenté par le député Roméo Saganache pour en fait que tous les projets de loi canadiens respectent la déclaration de l'ONU. Je pense que là, maintenant, ça en est rendu au Sénat. Je ne sais pas trop quand ça va... si c'est appliqué, le Sénat l'approuve et tout, c'est quoi l'impact? Maintenant, les députés, quand ils vont voter, débattent en fait, créer un projet de loi... qui tiennent compte de ça. Oui, à la Chambre des communes, ils n'auront pas le choix de respecter les droits, de prendre en compte les droits qui sont... Par exemple, la situation des cours d'eau qui se votaient puis qui n'avaient pas été consultés, ça ne peut pas arriver, là. Oui, c'est ça. Premièrement, c'est ça. C'est vraiment comme à différents niveaux. Là. C'est sûr que la question de non seulement la consultation, là, mais vraiment comme plus une vision de co-gestion. Là. Mais c'est au niveau territorial, au niveau politique, au niveau linguistique. En passant, cette année, c'est l'année internationale des langues autochtones. C'est ça, fait que, dépendamment des projets de loi, c'est pas juste territorial, mais à différents niveaux, ils n'auront pas le choix de... si ça passe, si
c'est appliqué, là, ils n'auront pas le choix de prendre ça en compte. Fait que c'est quand même quelque chose de gros. Mais c'est ça. Fait que là, ça reste à voir si ça va être appliqué, puis en espérant que oui, puis que ça va être vraiment comme appliqué de manière significative. Mais comme j'ai dit souvent, les Autochtones disent comme que c'est ce qu'ils veulent à la place de la loi sur les Indiens, parce que là-dedans, il y a aussi le droit à l'autodétermination, puis l'autonomie politique. Est-ce que j'ai une petite question avant que l'ONU arrive avec pondre ce document-là, ça a dû prendre des années. Ça a pris 10 ans, moi, je pense. Est-ce qu'il y avait j'imagine qu'il y avait beaucoup d'Autochtones impliqués oui, à l'élaboration de cette déclaration-là? Oui, c'est des Autochtones, des représentants autochtones de partout à travers le monde qui se rencontrent maintenant. Ou est-ce que c'était que des Autochtones? Oui. Ah oui? Oui, oui. Maintenant, il y a une instance permanente sur les questions autochtones à l'ONU. Il y a des représentants autochtones de partout à travers le monde qui se rencontrent une fois par année. Puis c'est justement l'ONU, c'est ça, vraiment comme plein d'initiatives qui s'appliquent spécifiquement aux questions autochtones. Puis c'est ça, d'où la création de la déclaration de l'ONU. Puis oui, ça a été vraiment un long travail de au moins une bonne dizaine d'années. Ben, ils disent 10 ans, mais je pense qu'il y a même eu un long travail préalable par rapport à ça. Il y a beaucoup de pays signataires? La plupart des pays étaient signataires, sauf Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie. Est-ce que c'est appliqué? Est-ce que c'est un pays qui l'a pris et qui l'a... Est-ce que c'est juste un bout de papier ou c'est... Oui, bien là, c'est ça. En fait, ben là, je ne sais pas, tu sais, au niveau juridique, quand un document est juridiquement contraignant ou non, le problème, ben, pas le problème, le défi avec cette déclaration-là, c'est qu'elle est juridiquement non contraignante pour l'instant. Fait que le pays peut bien faire ce qu'il veut. Tu sais, souvent, il l'adopte par symbolisme, là, mais que dans les faits, c'est pas nécessairement appliqué. Mais ceci dit, quand on va à l'ONU, justement, à l'instance permanente, souvent, comme les Autochtones font des espèces de bilans de qu'est-ce qui se passe dans leur pays. Puis oui, il y a des pays qui l'appliquent plus que d'autres, là, puis d'autres que non du tout. Fait que, le signer, c'est une chose. Le reconnaître le signer, c'est une chose. L'appliquer de manière significative, c'est une autre chose aussi. Puis je pense que la plupart des pays ont vraiment encore un gros travail à faire au niveau de l'appliquer de manière significative. Derrière à ce suite-là, est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui est exemplaire par rapport à sa relation avec ses populations? Je ne dirais pas qu'il y a un pays exemplaire. Chaque pays, c'est vraiment des peuples autochtones qui occupent son territoire, mais il y a quand même des initiatives intéressantes. Et, je sais que par exemple en Nouvelle-Zélande, ils ont carrément un parlement autochtone. Je sais que c'est quel pays de l'Europe du Nord qui ont des sièges au Parlement. C'est l'Assemblée nationale ou le Parlement. Oui, c'est ça, une représentativité autochtone au niveau politique. Fait que, tu sais, c'est dur à dire, c'est vraiment comme un pays de. Il y en a pas un, la gang qui se démarque, genre les autres sont. Bien, souvent, il y a beaucoup de gens qui parlent de la Nouvelle-Zélande, mais quand même, j'ai déjà rencontré des maris de la Nouvelle-Zélande qui avaient comme un autre discours, puis qui disaient qu'il y avait quand même encore de travail à faire, mais je pense qu'à différents niveaux, ils ont quand même, c'est ça, ils ont le Parlement autochtone, il y a aussi comme des hôpitaux autochtones. Je sais qu'il y a un projet en Ontario, justement, d'un hôpital, autochtone, qui est un peu similaire à ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Fait que je pourrais dire qu'en Nouvelle-Zélande, il y a quand même des initiatives intéressantes. Voisins du Sud. Est-ce qu'ils ont fini par signer la déclaration, la Nouvelle-Zélande? Je sais pas. En fait, je sais pas sinon. C'est ça qui est comme ironique, parce que pourtant, ils ont quand même des initiatives intéressantes. Mais parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que même un pays, mettons, qui a une initiative intéressante sur les questions autochtones,
la déclaration elle vient impliquer d'autres questions qui ne sont pas nécessairement prêtes, comme j'ai dit, la question territoriale, autodétermination des peuples autochtones. C'est compliqué aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça qui fait peur un peu. Ah oui, c'est correct, les initiatives pour des langues, respecter les langues, tout ça, mais là, quand on arrive à la question territoire, question politique, autodétermination des peuples autochtones, je pense que c'est souvent ça qui fait. Aux États-Unis, par rapport à ici? À quoi ça? Avez-vous des est-ce que eux, ça va bien? Là? Ils ont des mouvements? De ce que j'ai entendu dire aux États-Unis, puis quand je suis allée quelques fois, je l'ai rencontré à Boston, parce que c'est avec le Wapikon Mobile, justement, là, mais non, c'est en fait, je dirais même que je ne sais pas si c'est pire qu'au Canada, là, mais ils sont vraiment discriminés, non reconnus, puis fait que non, il n'y a pas... je pense même qu'il y a encore moins d'initiatives intéressantes là, aux États-Unis pour le respect pour les Autochtones, puis même on en entend comme peu parler, on a comme tellement préoccupés par d'autres ethnies, d'autres situations qui est comme une indifférence accrue envers, mais est-ce que le peuple, est-ce que les Autochtones eux-mêmes ont envie de se soulever ou c'est plus... oui, ils ont plus juste voir filer non, ils ont envie. Oui, non, c'était plus en termes de reconnaissance, de respect de droit de la part du gouvernement, mais oui, il y a de la mobilisation, puis de l'organisation, il y a plein d'organismes autochtones, puis des initiatives autochtones, ils ont participé à Algonquin, ils sont à l'ONU aussi chaque année, fait que oui. Au niveau autochtone, oui, ils sont, ils sont pas mal impliqués. Ouais. Fait que ça, c'est la déclaration de l'ONU de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Il est ressorti en 97, je me souviens bien, 97, appel à l'action, qui sont toutes aussi des recommandations sur comment mieux respecter les droits des Autochtones, mais aussi comment mieux améliorer les relations entre Autochtones et non-Autochtones. Autant la déclaration de l'ONU que les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, oui, ça a l'air de viser aussi quand même beaucoup le niveau politique, là, mais moi je pense que ça peut quand même s'appliquer à différentes échelles, à différents niveaux, puis, dans différents milieux. Il y a quand même moyen de prendre connaissance de ces documents-là et d'avoir une réflexion sur comment, dans son milieu, on peut appliquer ces recommandations-là et ces droits-là. Et par exemple, j'ai juste comme parlé, par exemple, des langues autochtones, mais c'est tant des questions qui se retrouvent dans la question de la déclaration de l'ONU que les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. Tantôt, je vous avais parlé de Cindy Blackstock. C'est une femme autochtone qui a fondé un organisme qui a poursuivi le gouvernement canadien en cours, au Tribunal canadien des droits de la personne. Et après une longue lutte, ils ont fini par gagner et le Canada a été reconnu par jugement à la cour du tribunal comme étant discriminatoire envers les enfants autochtones, notamment pour ce qui est le sous-financement chronique des écoles autochtones. Donc, le montant là, qui est alloué aux enfants autochtones dans les communautés est vraiment moins élevé que celui des enfants non autochtones sur les systèmes provinciaux. C'est aussi par rapport à la surreprésentation là, des enfants autochtones encore aujourd'hui dans les services de protection de la jeunesse. Puis, c'est vraiment comme les deux gros enjeux. Puis c'est elle aussi qui a parlé de Jordan, c'est pas à confondre avec c'est Jordan, mais le principe de Jordan en milieu autochtone, c'est en fait ça vient d'un enfant autochtone qui s'appelle Jordan, qui habitait au Manitoba. Et je me rappelle plus quelle maladie qu'il y avait, mais c'était une maladie grave qui impliquait des traitements quasiment quotidiens, puis qui finalement il était obligé d'être toujours à l'hôpital, puis finalement il avait besoin de machines à la maison pour traiter sa maladie, puis tout ça. Puis le gouvernement provincial du Manitoba, puis le gouvernement
canadiens se chicanaient à savoir qui allait payer la facture. Parce qu'au niveau autochtone, il y a tout le temps on se relance la balle. Ah non, c'est le niveau provincial, c'est le niveau fédéral. Là, finalement, l'enfant a eu le temps de mourir pendant que les deux gouvernements se chicanaient. Fait que finalement, le principe de Jordan, qui est ressorti dans ce jugement-là, c'est que aucune chicane de juridiction ne devrait brimer les droits des enfants autochtones. Ouais. Comment? Quelle année? C'est 2000. Ça fait pas longtemps. Ouais, c'est 2015. Ça fait pas longtemps. Non, c'est ça. C'est moi, des fois, les numéros, mais c'est récent. Là. C'est récent. Ça fait une couple d'années. Oui, ça fait une couple d'années, en fait, là, puis là, que le jugement a été reconnu, mais là, le tribunal faisait même des rappels au gouvernement qui ne respectait pas, genre, comme ses obligations par rapport à ce jugement-là. Est-ce que depuis, on a constaté une augmentation, par exemple, des sommes allouées aux écoles, ou est-ce que ça a changé, le jugement? C'est ça, comme j'ai dit, il y a encore des avertissements là, de la part du tribunal envers le gouvernement canadien, mais il y a quand même eu des actions, des initiatives en fonction de ce jugement-là, mais pas encore assez suffisant aux yeux du tribunal. Oui, ça, vous en avez sûrement entendu parler dernièrement. L'enquête sur les femmes autochtones disparues assassinées, le rapport est sorti le 3 juin dernier. Là, il y a eu la révélation choc là, sur la question du génocide, pas juste seulement génocide culturel, comme un génocide. Mais c'est ça, au-delà de c'est sûr qu'ils ont eu cette révélation choc-là qui a créé quand même vraiment beaucoup de débats, mais au-delà de cette question sur le terme génocide, en passant, il y a un document à part là, juste sur les raisons pour lesquelles l'analyse juridique là, de l'utilisation du mot génocide, mais il y a aussi comme un rapport avec plein de recommandations, puis ça, on en a moins entendu parler dans les nouvelles, parce que le débat sur le mot génocide a pris toute la place. Mais il y a un rapport qui est sorti de ça, puis il y a aussi encore plein de recommandations qui sont faites, là, mais vraiment spécifiquement par rapport à la question de la sécurité des femmes autochtones au Canada. Parce que j'imagine que vous en avez entendu parler, la question des femmes autochtones qui seraient assassinées, la vraiment trop grande surreprésentation de femmes autochtones dans les meurtres et les questions de disparition au Canada. On évaluait que, selon dans les premiers chiffres, c'est même plus les derniers chiffres, là, mais proportionnellement, c'est comme si 30 000 femmes canadiennes ou 8 000 femmes québécoises étaient assassinées ou portées disparues. Le monde serait comme wow. Fait que c'est pour ça que dans le milieu autochtone, c'est vraiment des trop gros nombres là, proportionnellement à la population autochtone. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu cette enquête-là. Puis c'est sûr que en tout cas, dans le milieu autochtone, on ne sait pas s'ils vont encore prendre en compte les recommandations, mais je l'espère vraiment. Est-ce qu'on a des chiffres pour le Québec? Oui, mais là, je ne sais pas par cœur, mais en fait, si jamais vous vous intéressez spécifiquement à la question des femmes autochtones disparues assassinées, mais au Québec, Femmes autochtones du Québec a sorti un rapport spécifique au Québec qui est disponible sur Internet. Tapez Femmes autochtones disparues assassinées Québec ou Femmes autochtones du Québec. Là, il y a toutes les statistiques. Mais qu'est-ce qui avait été difficile au début, c'est qu'il y avait ce préjugé-là qu'au Québec, encore une fois, ça n'existait pas. Puis que c'était quelque chose qui se passait dans le temps des sphères à Vancouver, puis pas ailleurs. Mais au Québec aussi, il y a une surreprésentation de cas de disparition puis de meurtre de femmes autochtones. Et c'est parmi les cas de disparition qu'on entend finalement un peu plus parler. Il y avait celle de Maisie et Shannon, qui sont deux jeunes femmes algonquines de la communauté de Kitigan-Zibi, qui sont portées disparues. Ouais. En tout cas, quand je suis arrivée chez Femmes autochtones, ils venaient de disparaître, je pense. Puis, moi, ce qui m'avait frappée, c'était au début vraiment l'indifférence médiatique par rapport à leur disparition. Puis, ce qui m'avait encore le plus choquée, c'est que
juste à côté de Kitigan-Divie, il y a Maniwaki. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait comme un lion, un bébé lion qui s'était échappé de, je ne sais pas pourquoi, puis qui se promenait dans Maniwaki. Et les nouvelles couvraient encore plus la question du bébé lion qui s'était comme échappé que les deux femmes autochtones qui étaient disparues. Fait que ça montrait comme un peu, finalement, toute la différence aussi au niveau médiatique par rapport à la question que quand il y a des femmes autochtones qui disparaissent, c'était comme moins couvert que quand il y a des femmes non autochtones. Peut-être que la police fait des fois moins d'efforts. Oui, il y a plusieurs témoignages aussi qu'il y a des familles qui disent que les policiers ne prenaient pas nécessairement autant au sérieux le travail d'enquête au sérieux par rapport à leurs proches qui étaient disparus. Puis, comme dans plein d'autres milieux, il y a aussi du racisme et de la discrimination dans le milieu de la police qui affecte beaucoup les femmes autochtones. Puis, dans plusieurs villes, même ici au Québec, là, on l'a vu avec qu'est-ce qui se passe à Val-d'Or, mais aussi comme d'autres villes, comme cette île, où est-ce qu'il y a une forte présence autochtone. Fait que c'est sûr que la question aussi de la relation avec les policiers, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beaucoup revenu dans les discussions de cette enquête-là, puis les recommandations par rapport à cette enquête-là. Mais ici au Québec, justement, le scandale par rapport à Val-d'Or, un des impacts positifs finalement de la prise de parole de ces femmes-là, c'est que ça l'a mené finalement à une commission d'enquête, mais provinciale à ce niveau-là, sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, qui est communément appelée la commission Vien. Puis là, elle vient d'être terminée, là, ça a duré 2 ans. Fait que là, c'était vraiment des témoignages d'Autochtones par rapport à leur expérience avec certains services publics au Québec. Il y avait le système de justice carcérale, protection de l'enfance. Oui, protection de l'enfance, le milieu de la santé. J'ai dit, il y en avait 6 au total, mais il n'y avait pas d'éducation. Ça m'avait comme vraiment outré, en fait. Il y avait pas d'éducation? Non, non. Pas investigué là-dessus. Non, c'est ça. Puis ça a même été comme souvent revenu. Pourquoi l'éducation n'est pas... Parce que, tu sais, la question était comme inclure les questions autochtones, par exemple, dans les cours d'histoire ou dans les cours en général. En système d'éducation, c'est pourtant quelque chose d'assez essentiel. Mais en tout cas, ça a vraiment mené à plusieurs témoignages qui rendaient compte des problèmes de discrimination dans plusieurs services publics au Québec. Puis, le rapport va sortir en septembre. Il va rester à l'affût aussi en septembre, il va y avoir un lancement. Puis là, ça s'applique vraiment au Québec. Puis là, oui, les recommandations s'appliquent beaucoup aux services publics, mais je sais qu'il y a des recommandations générales aussi qui peuvent être aussi intéressantes à suivre là, pour appliquer dans différents milieux. Ouais, je vois que le temps passe, je vais terminer avec la citation qui avait été mise dans la Commission royale sur les peuples autochtones, Nibakia, nous tomberons, que lorsque nous aurons compris comment ils ont été édifiés. C'est ça, fait que finalement, le but de la conférence de ce soir, ou de toutes ces conférences-là, c'est comme de sensibiliser, d'éduquer justement pour briser les murs, puis de mieux se comprendre, puis finalement améliorer la situation des Autochtones. Fait que je vous remercie vraiment pour votre attention. J'ai dépassé mon temps, mais si jamais vous avez des questions, je pense qu'on a encore un peu de temps. Puis, je laisse aussi les coordonnées de Mikana, si jamais vous voulez visiter. C'était en 2007, quand la Chambre des communes a adopté les principes des emplois. Merci. OK, parfait, merci. Sur le site de Mikana, est-ce qu'il y a, parce qu'au début, vous aviez une carte fort intéressante là, avec les différentes nations qu'on retrouve sur le territoire québécois. Oui. Est-ce là? Moyen de l'avoir. Elle n'est pas sur le... On peut l'acheter? Non, mais elle est au marché de moi, j'en ai une des États-Unis.
Mais j'en ai pas trouvé. Mais si vous allez, si vous allez sur Google, sur le site du secrétariat aux affaires autochtones, il y a la carte des nations autochtones au Québec. Il y a aussi le gouvernement fédéral qui a une version aussi. Fait que c'est ça, des versions PDF qui sont en ligne. Okay. Mais tapez carte des nations autochtones, puis ça va être comme les premiers résultats sur Google. Ouais. Je vais faire une très drôle d'allusion. Tout ça, tout ce qui se passe avec les lois du gouvernement, je vois comme un sucre à la crème qu'on brasse, qui ne prend pas. Vous voyez quoi comme solution? La déclaration de l'ONU, l'abolition de la loi sur les Indiens, l'amendement de cette loi-là, ça s'en va vers où? Enlever les réserves? Quel est le... Oui, c'est la question. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait comme une solution. Je pense qu'il y a comme différentes solutions, mais effectivement, la question de la loi sur les Indiens, c'est comme un des gros chunks. Mais moi, personnellement, je pense que cette loi-là devrait être remplacée par la déclaration de l'ONU qui reconnaît justement le droit à l'autodétermination. Mais le défi, c'est que, tu sais, c'est comment est-ce qu'on concrétise tout ça dans les faits. Il y a reconnaître le droit, mais après, comment est-ce qu'on l'applique. C'est sûr que ça implique beaucoup de discussions, d'échanges, de développer des relations d'égal à égal avec les Autochtones. Mais ceci dit, je pense que les changements, l'amélioration des conditions des peuples autochtones en général se font à différents niveaux. Il y a vraiment le niveau politique, juridique, respect des droits, droit d'autodétermination, tout ça. Il y a aussi comme l'aspect plus guérison, là, parce qu'il y a quand même beaucoup encore d'impact, par exemple, de la période des pensionnats. Les cicatrices. Oui, c'est ça, les cicatrices. Puis, je pense que c'est important aussi que les Autochtones, collectivement, puissent guérir de toute cette histoire-là. Ouais. Puis, justement, pouvoir avoir un avenir meilleur, là, finalement. Puis, fait que, tu sais, c'est difficile de dire qu'il y a une solution, puis je pense que c'est comme plusieurs solutions. Puis aussi, moi, de ce que j'ai remarqué aussi de mon expérience chez Femmes autochtones du Québec, c'est que c'est pas nécessairement toujours comme une grosse initiative qui s'applique à tout le monde, qui est comme la solution, mais souvent c'est comme, il y a une initiative intéressante qui se passe. Tu sais, par exemple, à Akwesasne, ils ont leur propre cour de justice pour, ça ne reconnaît pas seulement les... c'est pas comme une cour de justice criminelle, mais pour tout le reste, ils ont leur propre cour de justice, puis là, c'est comme reconnu. Fait que c'est comme... Ouais. Fait que c'est comme une espèce de reconnaissance, une forme d'autodétermination, mais là, plus au niveau juridique. Puis là, c'est comme, comment est-ce qu'on pourrait comme appliquer ça, finalement, aussi, est-ce qu'on pourrait appliquer ça au niveau criminel? Fait que, tu sais, tranquillement, on essaie d'élargir ça, faire reconnaître ça davantage. Là, ça intéresse d'autres nations autochtones. Ah oui, regardez ce qui se passe à Akwesasne. Nous autres aussi, on veut notre propre cour de justice. Les Atikamekw aussi, maintenant, ils ont leur propre service de protection de la jeunesse depuis récemment. Fait que il y a d'autres nations autochtones aussi. Fait que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des initiatives qui poussent par là, que ça sonne des graines, puis finalement, ça inspire d'autres personnes, puis il y a des travails qui sont en collaboration. Les organismes autochtones travaillent en collaboration ensemble. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y a le travail de reconnaissance et de faire respecter les lois, puis aussi le travail sur place, terrain des Autochtones qui essayent de concrétiser justement ces droits-là. C'est la construction. Ouais, il y a de la construction à faire. Oui, c'est ça. Puis parce que c'est ça. Puis en fait, reconstruction, je veux dire, parce que ils ont été oppressés. Maintenant, il faut qu'ils se retrouvent, ils deviennent autonomes à leur façon. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut jamais redevenir comme avant, mais je pense que c'est quand même possible de s'inspirer comme des valeurs, de manière de faire fonctionner l'Autochtone. Mais c'est sûr que c'est vraiment comme des gros défis. Je voulais vous entendre. C'est le défi du siècle, là, je pense. Ça ne sera pas autant que ça a pris. Ça a été fait sur plusieurs décennies puis des siècles, l'assimilation, tout ça, autant que
va prendre du temps aussi de tout reconstruire ça. La guérison. Oui, à tous les niveaux. Il y a vraiment beaucoup à faire. Mais moi, j'ai quand même confiance. C'est l'espoir que... Je pense que dans les 10 dernières années, il y a aussi des choses importantes qui ont lieu. Quand même une prise de conscience importante dans différents milieux non autochtones, qui fait que ça vient aussi aider beaucoup à la cause, parce que là, les gens sont de plus en plus sensibilisés, veulent davantage être des alliés ou comme même réfléchir dans leur milieu, comment ils peuvent contribuer ou être alliés à la cause. Fait que c'est ça. Graduellement, je pense que... Moi, j'avais une question sur les jeunes. Oui. Les jeunes adolescents, même, est-ce qu'ils se sentent aussi impliqués là-dedans? Parce que, je sais pas, avec Internet, ils se sentent québécois, canadiens ou autochtones? Ils se sentent comment? Ils sont partagés entre les deux? Oui. Je dirais que, quand je travaillais comme coordonnatrice chez Femmes autochtones du Québec, des fois, je pouvais sentir peut-être une espèce de crise identitaire chez les gens. Parce que c'est ça, nous autres, on n'a pas nécessairement vécu, disons, comme des impacts directs, comme la période des pensionnats, tout ça, mais on a quand même les impacts indirects. Par exemple, nos parents ne sont pas, nos grands-parents n'ont pas nécessairement bien appris leur langue autochtone, qu'ils n'ont pas nécessairement bien transmis, parce qu'ils ne pouvaient pas parler leur langue au pensionnat, etc. Mais je pense en même temps qu'ils ont un rôle important sur justement comment redéfinir l'identité autochtone. Puis ils sont quand même, comment dire, très innovateurs sur comment, comme, tu sais, des cultures, c'est pas des choses figées dans le passé. Puis n'importe quelle culture évolue avec la technologie, avec les nouvelles réalités, tout ça. Puis les Autochtones utilisent justement, je pense, la technologie pour préserver puis faire raviver les cultures autochtones. Puis, tu sais, il y a des... par exemple, des Atikamekw qui se sont impliqués dans une version Atikamekw Wikipédia, qui est comme qui est plus en lien avec les cultures autochtones. Il y a des gens autochtones qui font de la musique électronique avec de la musique traditionnelle de powwow. Fait que moi, j'ai quand même confiance envers les jeunes qui vont savoir justement redéfinir l'identité autochtone, puis continuer finalement, la raviver. Je pense qu'ils ont quand même un rôle important, mais ceci dit, souvent, c'est ça, il faut quand même, ils ont besoin d'appui, puis d'encouragement, puis de modèles, justement, puis plein d'éléments qui vont faire revivre aussi leur fierté, puis leur envie de s'impliquer. Mais la force du nombre va faire, il y avoir un impact, vu qu'il y a beaucoup de jeunes. Plus il y en a qui s'impliquent, plus l'impact va être grand. Oui. Puis, c'est sûr qu'il y a au niveau démographique, je dirais même que dans d'autres régions du Canada, la présence autochtone se fait de plus en plus sentir. Comme je pense notamment au Manitoba, où est-ce qu'il y a une très forte population autochtone. Puis je ne m'en rappelle plus c'est quel comté, là, mais parce que d'habitude, les Autochtones votent très peu aux élections fédérales et provinciales pour différentes raisons politiques notamment. Mais là, aux dernières élections, ils ne voulaient tellement pas que Harper revienne au pouvoir qu'il y a eu comme une participation historique des Autochtones aux élections fédérales. Puis il y a un comté que vraiment le vote autochtone faisait une grosse différence sur qui allait être élu. Fait que c'est là qu'on voit aussi que finalement, à certains endroits, ça vient effectivement. Tu vois qu'ils essayent de te séduire, c'est là que tu vas aller chercher des affaires. Oui, c'est ça. Quand tu vois que finalement, ça peut avoir un impact, effectivement.